Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. On va attendre quelques instants que tout le monde ait le temps de nous rejoindre et de se connecter. On est juste dans les temps. Attendons 1 ou 2 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes inscrites aujourd'hui. Parce que le sujet crée pas mal de curiosité et d'intérêt. Le replay sera disponible, effectivement. L'enregistrement, la session va être enregistrée et on vous fournira l'accès au replay qui sera disponible dans quelques jours, si ma mémoire est bonne. Alors, on est 78. Alors, est-ce que tu peux me dire dans le chat si on démarre ou si on attend encore quelques instants? C'est comme tu souhaites, Michel. On peut attendre peut-être 2 petites minutes. 2 petites minutes? Ok. Ouais, effectivement, ça se connecte encore. Allez, encore quelques secondes et puis on démarre. Hein. 89 personnes, 90. Je vous propose qu'on démarre sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Ravi d'être avec vous pour parler de Nice 2. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit état des lieux sur cette directive européenne qui va s'appliquer en France prochainement. Donc je serai accompagné par Clément Joliot, qui est RSSI à temps partagé et consultant cyber chez Upperlink, et donc qui va vous apporter toute sa connaissance, toute son expertise sur ce sujet. On fera un état des lieux sur où on en est dans la mise en application de ces textes, qui va être concerné, qu'est-ce que ça implique au niveau de vos organisations et comment nous, groupe inhérent, on va pouvoir vous accompagner dans ces démarches qui vont devoir se mettre en application prochainement. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci Clément. Donc très rapidement, on va passer très rapidement sur ce sujet. Donc nous sommes le groupe inhérent. Donc on a mis pour mission de connecter l'ensemble de nos clients avec un écosystème afin de simplifier la gestion de votre système d'information. On est là vraiment pour simplifier la technologie. Notre métier, c'est l'IT, et on est là pour rendre des choses simples et fabriquer l'IT de nos clients dans nos data centers et avec nos infrastructures et nos prestations de services. Je veux bien que tu passes à la suivante. Donc, ce groupe inhérent, c'est 4 grandes marques opérationnelles, pour faire simple. Hein. Alors, je vais mettre de côté Unique, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, dans le sens où Unique, c'est un canal de distribution de vente indirecte qui vend des liens télécoms, des services télécoms et des services en data center par des canaux de vente indirects. Pour le reste, nous sommes Adista, nous sommes Devensys, nous sommes Upperlink. Adista est un opérateur hébergeur qui fournit des infrastructures télécoms et des infrastructures data center pour faire tourner vos systèmes d'information et les héberger. Devensys, c'est notre bras armé pour mettre en place toute la partie cybersécurité, que ce soit en termes de SOC, que ce soit en termes de pen test, donc toute la partie Blue Team, Red Team, que ce soit également sur la partie formation de très haut niveau sur des experts, sur des expertises, que ce soit
sur des certifications constructeurs ou des certifications un peu plus normatives. Donc Daemon 6 est vraiment l'acteur incontournable sur la partie cybersécurité, avec une très grosse activité aussi sur la partie CSIRT, la partie remédiation. Quelque part, Daemon 6 c'est un peu le pompier de la cybersécurité. Lorsque vous êtes attaqué, eh bien, on a la capacité de vous accompagner dans les crises cyber et de mettre en place ces remédiations. Je finirai avec Upperlink, que je représente aujourd'hui. Upperlink, c'est l'ESN, c'est la société de service du groupe. Donc, on est là pour accompagner nos clients. On a une grosse activité sur la partie Microsoft. On est ce qu'on appelle un pure player Microsoft. Donc, on fournit les licences Microsoft, mais on vous fournit aussi toutes sortes d'accompagnements autour de Microsoft. Et on pourra en reparler rapidement par la suite, puisque il y a aussi pas mal de sujets de sécurité. Mais également, on vous apporte toute la partie conseil, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de NIS 2, puisqu'on vous fournit des offres de conseil pour la mise en place des gouvernances cybersécurité, risque et conformité autour de NIS 2. Donc, pour finir sur le groupe, aujourd'hui, le groupe inhérent, au travers de ces 3 marques, ces 4 marques, c'est 14 data centers, c'est une quarantaine d'agences, 1350 collaborateurs partout sur le territoire. Le chiffre d'affaires consolidé de 2025 qui est de 353 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà. Donc, nos grands secteurs d'activité, vous l'avez compris, on est là bien entendu sur la partie connectivité, sur la partie cloud et services d'infrastructure. Donc, on fournit des infrastructures IT dans nos data centers. Ces data centers sont en France et bénéficient de certificats de type HDS ou ISO 27001. Donc, on assure la souveraineté de vos systèmes d'information dans nos data centers. On vous fournit des solutions de communication et collaboration, de communication unifiée, d'environnement Teams téléphonie et toutes sortes de solutions de téléphonie sur IP. Bien entendu, toute la partie cybersécurité, vous l'avez compris, c'est un axe extrêmement important de notre développement et de notre proposition de valeur. Et au milieu de tout ça, la partie conseil, qui est essentiellement portée par Upperlink, le SN du groupe, que je le redis, qui va vous apporter du conseil sur toutes les verticales IT et qui est également organisme de formation certifié Calliope. Pour dire un dernier mot sur Upperlink, Clément, je veux bien que tu passes ta slide suivante. Celle-là, tu peux la passer, excuse-moi. Donc, Upperlink, c'est 115 consultants répartis sur le territoire. C'est 25 millions d'euros au niveau du groupe de chiffre d'affaires en 2025. 700 clients qui sont répartis dans les segments PME, ETI. Et puis, nous sommes ISO 27001 sur l'ensemble du périmètre, de notre périmètre d'intervention. Donc, ce qui est un gage de qualité, on applique nos préconisations et tout ce qu'on va conseiller chez nos clients, on s'applique à nous-mêmes et on est tout à fait bien positionné pour savoir de quoi on parle et le vivre au quotidien. Dernière slide, après je te laisse la main, Clément. Donc, les domaines d'activité de Upperlink, on intervient, on va pouvoir vous accompagner sur tout ce qui est cybersécurité. Ça sera la partie dont on va parler essentiellement aujourd'hui, NIS 2 notamment. Comment mettre en place, et on y reviendra, votre stratégie NIS 2, votre accompagnement vers votre mise en conformité NIS 2. Mais on peut également vous accompagner sur tout autre domaine d'activité en termes de cybersécurité, notamment des audits. Déjà, alors ça fait partie de nos prestations sur NIS 2, mais ça peut être aussi positionné en dehors. On va pouvoir auditer vos systèmes d'information et vous donner un niveau de maturité, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue organisationnel, sur comment vous êtes armé par rapport aux enjeux de cybersécurité, par exemple. Pour le reste, on intervient sur toute la partie Modern Workplace, donc comment construire des environnements sécurisés et qui répondent à vos enjeux métiers autour de Microsoft 365. Donc de la formation, de la mise en place de structuration de données dans les environnements 365, de l'accompagnement autour de Copilot. On parle beaucoup de Copilot et d'intelligence artificielle générative. Donc aujourd'hui, on a une grosse spécialité sur toute cette partie-là. Le deuxième grand axe de développement d'Upperlink, c'est toute la partie XRM et data. XRM et data, donc on vous accompagne pour mettre en place vos CRM, notamment au travers de Dynamics 365.
avec une grosse expertise autour de la data également, de la data engineering. Tout ce qui est Microsoft Fabric, on a des expertises sur lesquelles on peut également vous accompagner dans vos projets. Et le dernier point, c'est la partie études et développement. Lorsque vous avez des besoins spécifiques qui ne sont pas adressés par des produits sur étagère dans le monde des éditeurs, eh bien, on a des équipes de développement qui peuvent développer à façon pour répondre vraiment à des enjeux très spécifiques de vos besoins métiers. Ces équipes de développement peuvent également intégrer des briques d'IA dans leur développement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun projet de développement qui n'embarque pas de la technologie IA sous quelque forme qu'elle soit. Et donc là aussi, on a une très grosse expertise à mettre à votre disposition. Et j'en finirai sur la présentation de Perlink. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet et on pourra répondre à vos questions s'il y en a en fin de webinaire. Donc, slide suivante, Clément. Hop. Donc, voilà, pour redire qui nous sommes, moi, je suis Michel Horry, je suis directeur des activités de conseil en transformation numérique chez Upperlink Statista. Donc, Clément est consultant gouvernance, risque de conformité, RSSI à temps partagé dans mon équipe. Et donc, Clément, je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu de Nice 2 et nous faire un petit update sur où on en est aujourd'hui sur Nice 2 et quelles sont les dernières nouveautés. Merci beaucoup Michel pour cette introduction et puis bonjour à tous. Donc voilà, on va se lancer. Alors pour commencer, pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce que Nice 2 en Europe, en tout cas, l'entrée en vigueur c'est en octobre 2024. On attend toujours la transposition dans la loi française. C'est encore en discussion. Il y a des retards principalement en raison de l'instabilité gouvernementale, mais ça reste un enjeu à venir pour les organisations françaises en particulier, mais également européennes. Et l'objectif aujourd'hui du webinaire, ça va être de décrypter avec vous les différents points clés de Nice 2, de parler de son actualité, parce qu'il y a un petit peu d'actualité, de vous aider à identifier si vous êtes concerné ou non, et puis de vous présenter un petit peu la façon d'aborder le sujet et les propositions, enfin les façons dont on peut vous accompagner si jamais vous en avez besoin. Nice 2, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une directive européenne qui a été adoptée en 2022 en Europe. Elle remplace la directive Nice 1 qui datait de 2016 et donc comme je le disais précédemment, elle va être applicable depuis octobre 2024, sachant que comme il s'agit d'une directive européenne et non d'un règlement européen, il y a besoin d'une transposition dans la loi nationale pour qu'elle s'applique pleinement dans les différents États membres. Les objectifs de Nice 2, ça va être d'améliorer la résilience cyber des infrastructures critiques et des services essentiels. Il y a 18 secteurs d'activité qui sont concernés par Nice 2. D'harmoniser les règles de cybersécurité entre États membres. En fait, ce qu'on s'est rendu compte avec Nice 1, c'est que elle n'était pas assez guidée, elle donnait pas assez de règles communes et finalement chaque État pouvait la mettre en application un peu comme il le souhaitait, avec des États qui allaient un petit peu plus loin dans les exigences que d'autres. Et l'idée de Nice 2, c'est un petit peu d'harmoniser ces différentes exigences de sécurité, les différentes règles à respecter au niveau européen. Et puis un élément important qui est arrivé avec Nice 2, c'est le renforcement de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, puisqu'il y a de plus en plus de compromissions, d'attaques qui passent par les fournisseurs, les partenaires. Et l'objectif, ça va être d'améliorer un petit peu la résilience au niveau européen vis-à-vis de ces chaînes d'approvisionnement. Les obligations, elles varient selon la taille de l'entité, selon le secteur d'activité, l'importance critique pour les États et pour l'Union. Et donc, Nice 2 permet une approche proportionnée aussi en fonction de tous ces critères. La directive, elle est donc un petit peu plus large, plus exigeante aussi que Nice 1. Le périmètre, d'une part, est étendu puisque
toute entreprise dans les 18 secteurs d'activité de plus de 50 salariés ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires vont être concernés. On va avoir des obligations qui vont être renforcées, notamment avec des mesures organisationnelles, mais aussi des mesures techniques. La responsabilité des dirigeants peut être engagée. Alors, il faut avoir il y a une petite nuance là-dessus, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une implication juridique, une responsabilité qui va être engagée pour les dirigeants. Cependant, les réelles contraintes peuvent venir uniquement si il y a un problème de sécurité avéré sur une entité et que ces problèmes de sécurité il est prouvé qu'ils sont dus à un refus de la direction d'apporter les moyens nécessaires pour mettre en œuvre NIS 2. Donc voilà, la petite nuance à avoir en tête. Et par contre, il y a des sanctions qui n'étaient pas présentes dans NIS 1, qui sont assez élevées, qui peuvent être appliquées en cas de manquement, donc jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial, sachant que ce n'est pas le minimum des deux qui sera choisi, c'est le maximum. Donc si 2% du chiffre d'affaires mondial dépasse les 10 millions d'euros, ce sera 2% du chiffre d'affaires mondial pour la sanction. Quelques actualités récentes, notamment concernant la transposition en France. Donc, tout le monde le sait, tout le monde se pose la question. Il y a effectivement un gros retard dans le parcours législatif. Au Sénat, la loi qui est prévue pour mettre en application NIS 2 entre autres, mais aussi DORA et REC qui sont deux autres directives. La loi a été adoptée au Sénat donc en mars 2025. Par contre, avec la chute du gouvernement fin 2025, il y a eu un échec du passage à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, pour le moment, le texte est bloqué. A priori, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui a quelques exigences qui souhaiterait intégrer au texte, mais le gouvernement a annoncé une reprise des débats d'ici quelques semaines. Cependant, il n'y a pas de date précise. Voilà. En parallèle, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui va être l'organisme régulateur en France pour la bonne application de la directive. L'ANSSI donc prépare les différents décrets d'application qui permettront la mise en œuvre de la loi une fois qu'elle sera promulguée. Et donc ces décrets sont décomposés en 3 éléments principaux. Un référentiel de cybersécurité, donc les 20 objectifs de cybersécurité pour les entreprises essentielles, et donc il y en aurait 15 pour les entreprises importantes. Donc on verra la différence entre les deux après. Donc le référentiel de cybersécurité qui va s'appliquer, donc c'est un peu la traduction française des exigences de NIS 2 sur le territoire, une obligation de notification des incidents, et donc la façon dont il faut notifier les incidents, comment ça se fait, quels sont les délais et quelles sont les différentes étapes, et l'identification et l'enregistrement des entités. À savoir qu'une différence par rapport à NIS 1, où NIS 1, on avait l'ANSSI qui allait toquer à la porte des différentes entités concernées pour leur dire vous êtes concerné par NIS 2, par NIS 1, pardon, il faut vous mettre en conformité. NIS 2, c'est un petit peu différent, c'est à chaque entité d'identifier elle-même si elle est concernée ou pas par NIS 2 et d'aller s'enregistrer auprès de l'ANSSI. Donc, une fois que la loi sera promulguée en France, on aura 2 à 3 ans pour se mettre en conformité au référentiel de cybersécurité, donc les 20 objectifs de sécurité qui seront définis par l'ANSSI. Par contre, il y a les 2 autres obligations qui seront applicables tout de suite. Donc, l'identification et l'enregistrement d'identité, tout ça, c'est déjà actif. On peut déjà se préenregistrer pour accélérer les choses une fois la loi promulguée. Mais dans tous les cas, une fois que la loi sera promulguée, l'enregistrement auprès de l'ANSSI sera obligatoire le plus rapidement possible. Et en cas d'incident,
la notification des incidents sera obligatoire dès la promulgation de la loi, donc a priori pour 2026, et il ne faudra pas attendre les 2 à 3 ans pour la conformité au référentiel pour appliquer ces obligations-là. Voilà au niveau français. Au niveau européen, donc il y a eu en octobre 2024 un règlement d'exécution qui a été publié qui précise les exigences techniques et méthodologiques pour certains secteurs d'activité. Donc ça va un petit peu plus loin que la directive en elle-même. Il y a des exigences un petit peu plus précisées, notamment dans tout ce qui est opérateur télécom, opérateur d'infrastructures numériques. L'ENISA, donc l'équivalent de l'ANSSI, mais au niveau européen, a élaboré et publié un guide d'implémentation technique de l'ANSSI pour la directive. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de légal dans ce qui est dans ce document, mais ça donne un petit peu un guide. On en parlera, on détaillera un petit peu plus tard. Ça donne un guide sur les différentes étapes, les différentes façons d'aborder le sujet. Et puis, très récemment, il y a eu une proposition d'amendement de la directive NIS 2 pour simplifier son application. On le verra un petit peu après, mais il y a des seuils qui ont été définis. Je vous parlais précédemment d'un seuil pour entrer dans NIS 2 qui est 50 salariés et 10 millions de chiffre d'affaires. Il y a un seuil pour passer entité essentielle, donc les entités un petit peu plus importantes, un peu plus critiques que les autres. Et ce seuil, a priori, il devrait être prochainement relevé. Au lieu de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires, on passerait à 750 salariés, 150 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça permettrait de simplifier finalement la mise en application pour la plupart des entités qui seront concernées par la directive, qui entreront plutôt dans la catégorie des entités importantes. Donc on en vient aux 2 grandes catégories, hein, donc 18 secteurs d'activité répartis en 2 types d'entités, les entités essentielles qui sont les entités les plus critiques et les entités importantes qui vont avoir des contraintes un petit peu moins exigeantes. Les critères de taille, donc, je les rappelle, donc pour rentrer dans NIS 2, en tant qu'entité importante, ça va être 50 salariés ou 10 millions de chiffre d'affaires. Et pour rentrer dans les entités essentielles, soit c'est des secteurs d'activité particuliers, soit c'est le critère de taille qui va permettre de rentrer dedans. Et donc le critère de taille, il va probablement changer dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Les entités publiques aussi sont concernées, donc les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération. Donc tout ça, ça dépend de la taille de la communauté urbaine ou d'agglomération, de la taille de la commune, etc. Les SDIS sont concernés, les syndicats intercommunaux, etc. Donc voilà, on a des entités essentielles, des entités importantes aussi dans le secteur public. Et donc c'est important de regarder à quel niveau on se situe. Des cas particuliers à ne pas négliger, c'est que si vous n'êtes pas une organisation directement concernée par NIS 2, vous pouvez travailler avec des entités qui vont être concernées par NIS 2 et faisant partie de sa chaîne d'approvisionnement, de ses partenaires, de ses clients et de ses fournisseurs critiques potentiellement, vous pouvez avoir la réglementation qui va par effet boule de neige, s'appliquer à vous également. Donc c'est un élément à ne pas négliger. Et en général, les entités concernées avec qui vous travaillez vont vous le faire savoir assez rapidement. Voilà pour ces premières infos concernant la directive. Au niveau des différentes exigences de NIS 2, il y a des exigences en matière d'organisation. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, l'implication des dirigeants est importante. Il y a une responsabilité juridique
mais limité, qui peut être impliqué, engagé en cas de manquement grave. L'ANSSI a aussi indiqué qu'elle pouvait, en cas de manquement grave, elle pouvait, par exemple, émettre une interdiction de diriger pour l'équipe dirigeante s'il y a un réel problème qui est avéré au niveau d'une entité. Donc ça fait partie des sanctions possibles. Voilà. La direction, donc, elle doit approuver, sponsoriser la politique de sécurité. Et derrière, on doit avoir une personne, un responsable qui va être désigné au niveau de la cybersécurité, qu'il soit interne ou externe, qui va avoir pour mission de mettre en application cette politique de sécurité. Il va animer finalement toute la politique de sécurité, toute cette mise en application et tout le suivi et le reporting qui devra être régulier à la direction. Et derrière, l'équipe, encore une fois, qu'elle soit interne ou externe, technique ou non, sera chargée de la mise en œuvre opérationnelle, donc l'application des politiques, l'application des procédures, et puis contribution avec la remontée des incidents, le suivi des plans d'action, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est pas forcément propre à NIS 2, mais NIS 2 rappelle un petit peu le fonctionnement théorique idéal pour l'organisation de la cybersécurité dans une organisation. Au niveau des mesures techniques et opérationnelles, donc comme beaucoup de normes ou de règlements, tout doit partir d'une analyse de risque qui va permettre d'identifier les différentes menaces, les différentes vulnérabilités et qui va permettre également de prioriser les actions de sécurité, les mesures de sécurité à mettre en œuvre. Il y a des exigences au niveau de la gestion des accès et des identités, avec de l'authentification forte, par exemple, qui va commencer à être importante, du contrôle des privilèges, etc. Il y a une partie supervision et détection qui est super importante, puisque il faut être en mesure de superviser, de détecter les incidents et de notifier les incidents à l'organisme régulateur national, donc en l'occurrence l'ANSSI pour le cas français, avec des délais qui sont contraints, puisque un incident doit être notifié dans les 24 heures à l'ANSSI. On a ensuite 72 heures pour envoyer des premiers éléments sur l'incident. Et ensuite, on aura 1 mois pour envoyer un rapport définitif sur l'incident, donc qui comprend les différentes investigations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, par où l'attaque est passée, etc. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour stopper l'attaque, etc. Et quelles sont les mesures qui sont prises également pour corriger la vulnérabilité ou les vulnérabilités qui ont été exploitées. Ces mesures sont obligatoires pour toutes les entités concernées par NIS 2. Elles doivent être documentées et elles doivent être auditées en interne, et elles peuvent être auditées par l'ANSSI qui se réserve le droit d'aller auditer toutes les entités qui vont être concernées. Il y a également donc la sensibilisation du personnel qui est importante, avec des sessions régulières à mettre en place, potentiellement des tests de phishing, des bonnes pratiques à appliquer, et puis toute la chaîne d'approvisionnement qu'il va falloir surveiller, avec une évaluation des fournisseurs. Donc on va définir des exigences de sécurité qu'on va appliquer à nos fournisseurs, à nos partenaires. On va vérifier que ces partenaires répondent correctement à ces différentes exigences de sécurité, et on va intégrer des clauses contractuelles dans les contrats, des clauses de sécurité dans les différents contrats avec ces partenaires. Et puis, comme toute démarche de cybersécurité, mais pas que,
il y a toute la partie amélioration continue à prendre en compte avec le suivi de la conformité. Et donc là, il va falloir mettre en place des audits internes pour suivre l'état d'avancement de la conformité, et puis des tableaux de bord, des indicateurs, des KPI qui vont permettre de suivre tout ça. Voilà. Et de mettre en place les mesures d'amélioration continue qui sont super, super importantes. Alors, comment se préparer à Nice 2? Eh ben, il y a différentes étapes et la première, c'est d'aller regarder potentiellement le guide d'implémentation technique de l'ENISA, donc l'agence européenne pour la cybersécurité. Alors, pourquoi l'ENISA a émis un guide? L'idée de l'ENISA, ça va être d'accompagner les différentes entités dans la mise en pratique de Nice 2. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre la directive et à avoir des recommandations qui vont être concrètes vis-à-vis des exigences de la directive. Donc le guide, il intègre des recommandations, des exemples de preuves, des bonnes pratiques, etc. Pour vous aider à aligner les mesures de sécurité que vous allez mettre en place avec l'état de l'art. Et donc, on va parler d'ISO, du NIST, etc., de différents référentiels qui peuvent être analysés, regardés pour aller vers une implémentation optimale de la directive. La structure du document, elle est organisée autour des 13 domaines de mesures de sécurité couverts par NIS 2. Et donc, pour chaque exigence, comme je le disais, il y a des recommandations de mise en œuvre, des exemples de preuves et des conseils supplémentaires. À savoir que dans le cadre de la transposition française, il y aura un référentiel dédié à la transposition nationale élaboré par l'ANSSI et qui vont détailler les exigences pour l'application de la directive en France. Donc, il ne faut pas se fier uniquement au guide de l'ENISA qui est basé uniquement sur la directive européenne. Il faudra aussi faire le lien avec le référentiel français. Et pour simplifier les choses, ce référentiel français, il n'est pas réparti en 13 domaines de mesures de sécurité, il est organisé autour de 20 objectifs de sécurité. Et donc les 20 objectifs de sécurité couvrent les 13 domaines de la directive, mais c'est pas tout à fait la même organisation. Donc il faudra faire le lien entre les deux pour la bonne application. Les différentes étapes pour se mettre en conformité. La première, c'est d'évaluer le niveau actuel de conformité, d'identifier les différents écarts par rapport aux exigences de la directive pour être en mesure de définir une feuille de route qui va permettre de réduire les risques et de déterminer finalement les chantiers à mettre en œuvre pour aller vers une conformité. Une fois que cette feuille de route a été faite, il y a la mise en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, qui peut être mise en place avec donc le déploiement de solutions techniques, l'élaboration ou la mise à jour de la documentation. Ça dépend où vous en êtes au niveau de cette documentation. Il y a toute la partie formation, sensibilisation des différents publics. Et puis, il y a toute la gouvernance à mettre en place. Et puis, la conformité à NIS 2, c'est un processus continu. Donc, il y a tout le suivi, l'amélioration continue avec, comme je disais auparavant, des audits réguliers, des revues de conformité, la mise à jour des mesures et de la documentation, puisque un système d'information, ça vit, ça évolue. Et donc, toutes les mesures de sécurité qui sont associées à ce système d'information-là et la documentation qui va être elle aussi associée à ces mesures et à ce système d'information, tout ça, ça doit évoluer dans le temps en fonction de l'évolution du système d'information, mais également de l'évolution des différents risques qui peuvent peser sur lui. Et puis, il faut un maintien de l'engagement de la direction dans le temps
pas uniquement une action ponctuelle qui dit je sponsorise le projet, le sujet de manière ponctuelle. Il faut que la direction continue de s'impliquer et qu'elle bénéficie de reporting réguliers et que le sujet cybersécurité soit mis régulièrement à l'ordre du jour du comité de direction s'il y en a un, mais sinon, voilà, qu'il soit analysé en tout cas par la direction. Clément, je t'interromps. Oui. Quelques questions dans le fil de discussion. Peut-être qu'on Oui. peut les traiter tout de suite. On peut La commencer, première, ok. c'est le guide de l'ANSSI est-il officiellement sorti? Point d'interrogation. Si oui, comment faire pour se le procurer? J'ai déjà partagé avec tout le monde le lien vers le site de l'ENISA qui met à disposition les préconisations dont Clément parlait précédemment. Mais est-ce qu'on a un document déjà de l'ANSSI? Oui. Il y a un document qui a été publié. C'est pas le document officiel parce que le document officiel sortira après promulgation de la loi. Et donc ça sortira lors de la publication du décret d'application par l'ANSSI. Mais le référentiel existe, il est en mode projet et il est disponible si on le cherche sur Internet. Sinon, on pourra nous aussi le communiquer. Voilà. Alors c'est pas au niveau de l'ANSSI, le référentiel qui a été élaboré par l'ANSSI n'est pas sous forme de guide. Donc il y a effectivement un guide par l'ENISA, mais l'ANSSI, c'est vraiment un référentiel avec des exigences réparties selon les 20 objectifs de sécurité. Alors il y a quelques indications qui aident à comprendre un petit peu les exigences, mais ce n'est pas un guide tel que peut l'être le guide de l'ENISA. Et par rapport à la question de Mustapha, effectivement, il faut le mieux, c'est de s'appuyer sur le référentiel de l'ANSSI, puisque c'est le guide officiel qui s'appliquera en France. Enfin, c'est le référentiel de cybersécurité officiel qui s'appliquera en France. Donc, il faut avant tout se baser là-dessus. Le guide de l'ENISA n'est pas, encore une fois, un élément légal. C'est vraiment un guide qui permet de comprendre les exigences et de savoir comment on peut les aborder. Donc on peut s'en inspirer, on peut l'utiliser pour avoir une aide sur comment mettre en œuvre les différentes exigences de la directive. Une autre question, existe-t-il des formulaires à destination des prestataires pour les évaluer? Alors, il y en a, mais il n'y a rien d'officiel. En fait, c'est à chaque entité de définir ses Personnalisé, ouais. différents formulaires. Ouais, tout à fait. Bon, on va y revenir ensuite dans la présentation, hein, mais effectivement, nous, tout ce qu'on vous présente là, dites-vous bien qu'à chaque étape, on peut intervenir pour vous accompagner et vous apporter l'expertise ou la capacité de frappe à pouvoir organiser tout ça. On y reviendra juste après. Exactement. Et alors, il y a encore deux questions. Donc, à quand la sortie du décret? Est-ce qu'on a des informations précises? Malheureusement, non. Ils ont indiqué une reprise des discussions dans les semaines qui viennent. Voilà, il n'y a pas de date précise. On reste dans le flou. Voilà. Ça doit être validé prochainement, mais ils disent ça depuis quelques mois et voilà, on attend toujours. Voilà. Et tant que effectivement la loi n'est pas promulguée en France, officiellement, NIS 2 ne s'applique pas encore en France. Voilà. Chaque pays va-t-il établir son référentiel? Effectivement, chaque pays doit établir son référentiel. Tout à fait. Est-ce qu'on a les éléments de conformité inter-États européens suivant la législation différente? Il y a non, il faut aller regarder il n'y a rien d'officiel à part la loi nationale de chaque État. Et donc, il faudra aller voir chaque loi de chaque État si jamais vous travaillez dans les différents États pour voir un petit peu les différences, sachant que en général, la réglementation française est connue pour être une des plus exigeantes
en Europe en matière de cybersécurité. Donc on le voit déjà avec Nice 1 où c'était déjà le cas. On le voit avec d'autres réglementations, notamment avec notre référentiel Secnum Cloud pour l'hébergement sécurisé, souverain, etc. Il y a d'autres équivalents dans d'autres États européens, mais qui sont beaucoup moins exigeants que les référentiels français. Et donc, par expérience, le référentiel français devrait permettre une exigence assez large en Europe. Et donc, je confirme, il n'y a pas encore de grille d'audit officielle, mais on a la grille qui devrait être publiée. Voilà. Hop. Donc, on va continuer. Et puis, on verra s'il y a d'autres questions plus tard. Qu'est-ce que nous, Upperlink, Adista inhérent, groupe inhérent au sens large, on peut vous proposer? Je vais laisser Michel en discuter un petit peu. Allez, je te reprends un peu, reprends ton souffle, Clément. Donc, on vous propose, hein, comme je disais tout à l'heure, un accompagnement qui va être établi vraiment sur mesure. Aujourd'hui, on le présente comme ça, en fonction un peu de votre niveau de maturité et puis de votre organisation. Est-ce que vous êtes des équipes IT avec des compétences SSI internes déjà en place? Forcément, dans ce cas de figure, le besoin d'accompagnement sera adapté. On va venir, donc c'est la formule express, hein. On va venir vous accompagner pour faire des audits de maturité, pour monter vos plans d'action, pour réaliser tout ce qui est documentation et pour construire des plans de formation. Mais en parallèle de ça, c'est plutôt vous qui allez mettre en œuvre, faire les réalisations de mise en œuvre et la rédaction des livrables. Donc voilà. Donc là, c'est une vision, bien entendu, un petit peu standardisée qu'on va pouvoir adapter au cas par cas. Mais c'est aussi pour vous donner quelques repères en termes d'implication, hein. Sur cette première formule, c'est une dizaine de journées d'accompagnement à partir d'eux, hein, puisque bien entendu, tout ça doit être contextualisé en fonction de la taille de l'entreprise. Est-ce que vous avez des filiales à l'étranger? Est-ce que on va faire les 3 premiers bullet points et pas le dernier, etc., etc. Donc on va vraiment s'adapter et construire ça avec vous. La deuxième approche, c'est une approche où vous avez quelque part déjà une organisation, mais IT avec des compétences SSI, mais peut-être pas suffisamment en nombre ou peut-être pas suffisamment pointu, pas suffisamment d'expertise pour aller jusqu'au bout du sujet. Donc là également, on va se répartir un peu les tâches, mais on va en faire un peu plus. Toute la partie audit de maturité, analyse de risque, on va la réaliser. On va faire toute la partie rédaction. On vous demandera, vous, en phase de valider ces rédactions. La partie formation, on va la prendre en charge. Il vous restera à vous de participer aux ateliers avec nous, hein, parce qu'on construit ensemble tous ces livrables et vous aurez la mise en œuvre à votre charge. Donc là, on est sur un point de départ de 25 jours environ. Voilà. Encore une fois, ce sont des éléments de repère, hein. Il n'y a pas de... Vous comprenez que en fonction du contexte, de la complexité, de votre point de départ, de votre niveau de maturité, on va ajuster un petit peu ces curseurs. Et puis le dernier point, c'est clairement, vous n'avez pas les équipes, vous n'avez pas les compétences, vous ne voulez pas traiter. Vous souhaitez trouver un partenaire qui va gérer l'ensemble de votre accompagnement vers Nice 2. Donc là, on vous propose la formule avancée où on va faire tout de A à Z. On vous demandera juste, bien entendu, de valider ce qu'on vous propose. Bien sûr, ça sera mis en perspective. On fera toute la pédagogie adéquate pour que vous puissiez valider les sujets en connaissance de cause. Et bien sûr, validation, arbitrage stratégique. Voilà. Donc là, bien entendu, c'est un impact un peu plus important, une quarantaine de jours. Voilà, donc ça peut être des forfaits que l'on déploie comme ça. Ça peut être aussi du RSSI à temps partagé
pour vous accompagner en renfort tout au long de la procédure. Et je te laisse reprendre la main, Clément, pour Ouais, aller un peu plus en ouais. détail là-dessus. Ouais, si je peux compléter un petit peu ces différents formats d'accompagnement, l'idée c'est de vous amener vers une conformité théorique. Après, ça n'inclut pas tout ce qui est pilotage, amélioration continue, suivi, etc. Donc toute cette partie-là, on peut également vous accompagner avec du RSSI externalisé et puis avec les autres compétences du groupe pour la mise en œuvre de solutions, pour des audits, pour finalement toutes les solutions techniques ou organisationnelles qui peuvent être incluses dans la documentation et dans les différentes règles politiques, chartes, etc. que vous allez définir. Voilà. Et du coup, ça nous amène un petit peu aux différentes compétences en matière de cybersécurité qu'on a dans le groupe. On peut vous accompagner finalement sur les six phases de la cybersécurité, à la fois la gouvernance. Donc c'est un peu le pilier qui va permettre de définir les règles, de piloter la cybersécurité dans l'organisation, mais également les 5 autres piliers qui sont l'identification des vulnérabilités, la mise en place des mesures de protection, la détection des incidents, la réponse aux différents incidents et la récupération, donc la remise en service des différents services. Voilà. Et si on détaille un petit peu les Voilà, différentes. l'ensemble de nos offres de catalogue cyber au travers des 3 marques du groupe Inhérent qu'on vous a présenté en amont. Donc, toute la partie gouvernance, conseil, on en a déjà parlé. Donc, vous voyez, on a vraiment des solutions pour chaque cas, que ce soit pour protéger, pour restaurer, pour détecter. Donc des solutions de SOC, des solutions d'EDR, bien entendu, que ce soit avec des éditeurs tiers ou également avec Microsoft, hein, Defender par exemple. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse sur Microsoft. Sachez qu'il y a des baisses de tarifs, c'est pas souvent que ça arrive chez Microsoft, donc c'est intéressant de le souligner quand même. Donc n'hésitez pas à nous contacter chez Upperlink hein, si vous voulez qu'on vous en dise un peu plus. Il y a eu des webinaires récemment, il y en a peut-être encore d'autres à venir qui expliquent un petit peu toutes ces nouvelles politiques commerciales. Donc là, on a une vraie expertise, nous, de notre côté, pour pouvoir vous faire bénéficier un petit peu de tout ce qui est en train de se mettre en place côté Microsoft, que ce soit sur les briques de sécurité ou tout le reste de la stack Microsoft d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais effectivement, on va apporter des solutions à toutes les problématiques, qu'on soit sur les identités, sur la protection des terminaux, la protection des données, vous mettre en place des solutions de gouvernance, des solutions de supervision de DLP, que ce soit avec des solutions Microsoft ou d'autres éditeurs. On a une vision vraiment 360 et agnostique. Voilà, pour répondre à tous les cas d'usage et à toutes les problématiques qui peuvent se poser chez nos clients. Voilà. Je crois que c'était la dernière slide, me semble-t-il, Clément. Peut-être qu'il nous restait quelques labels de certification il restait une partie avant de répondre aux certification. questions. Oui, voilà, toutes nos Effectivement. certifications, effectivement. Alors, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Ouais, il en manque un Quelques-uns. petit peu, effectivement. Ouais. Non, il en manque une qui est importante, en fait. C'est C'est ISO qu'on a 27001, ouais, je sais pas. Ouais. Alors, on a effectivement, on a des personnes, si ISO 27001, c'est en haut à droite, on a des Ah oui, personnes qui sont certifiées, effectivement, ISO Lead Implémenteur, ISO 27001 Lead Implémenteur, et on a une personne maintenant qui est certifiée NIS 2 Lead Implémenteur, qui est une nouvelle certification qui est sortie récemment. Donc, on a une personne qui obtient cette certification.
Eh bien, je vais répondre aux questions. Juste avant, Juste, je dis un vous tout petit mot avez... sur Oui, Calliope. Sachez que oui, on est Calliope et que dans certains cadres, pour certains OPCO, on peut, voilà, ce type d'accompagnement qu'on vous propose peut être en partie pris en charge par Calliope dans certaines conditions, à regarder au cas par cas avec vous. Mais en tout cas, ça, c'est fait partie des choses que on est en capacité de vous apporter. Voilà. tout à fait. Donc pour la suite, avant la session de questions-réponses, on a sur notre site internet fait un questionnaire d'auto-évaluation qui vous permet euh, d'avoir une première réponse à la question est-ce qu'on est concerné ou pas par Nice 2. Donc, vous avez ce questionnaire d'auto-évaluation qui est disponible sur le site Adista. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, si vous le souhaitez, peu importe le sujet, que ce soit Nice 2 ou d'autres, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un chez nous pour avoir un échange beaucoup plus complet que ce qu'on pourra avoir aujourd'hui et beaucoup plus personnalisé surtout. Alors, avant que effectivement Laure vous informe que les micros sont ouverts pour les questions-réponses, si vous le souhaitez, juste avant que vous ne parliez, il y a deux questions qui sont sorties depuis tout à l'heure dans le chat. La première, c'est est-ce que la sortie du décret conditionne la diffusion du référentiel français? Oui, tout à fait. En fait, la promulgation de la loi conditionne l'application de la directive en France. Tant que la loi n'est pas promulguée, la directive ne s'applique pas en France. Et on a un petit peu de retard pour ça. Et une fois que la loi est promulguée, il va y avoir les décrets d'application qui vont sortir. Et dans ces décrets d'application, il y aura le fameux référentiel français de l'ANSSI. Voilà. Et donc, il faut attendre cette promulgation de la loi et ensuite la sortie des décrets qui se feront très très rapidement pour avoir le détail officiel de comment ça va s'appliquer en France et pour avoir dans tous les cas le fait que ça s'applique en France. Deuxième question qui n'avait pas été répondue. Est-ce qu'une entreprise certifiée ISO 27001 respectera de base les obligations de la NIS 2? Alors c'est une vraie question que beaucoup se posent et l'ANSSI a fait le travail pour répondre à cette question. D'une part déjà, dans la directive, il est conseillé de passer par des référentiels standards, des normes standards pour aller vers le chemin de la conformité NIS 2. Et donc, ça inclut l'ISO 27001. Il est conseillé de passer par une certification ou en tout cas une conformité à la norme pour aller vers une conformité NIS 2. Pour aller plus loin sur la réponse, l'ANSSI indique que les exigences de la norme ISO 27001 représentent 2% des exigences de NIS 2 et les exigences de la norme ISO 27002, donc ce qui est équivalent à l'annexe 2, l'annexe A pardon, de l'ISO 27001, les exigences de la norme ISO 27002 représentent 80% des exigences de NIS 2. Donc en termes d'exigences, les obligations, une certification 27001 permet en théorie d'adresser 80% finalement des exigences de NIS 2 et NIS 2 va un petit peu plus loin. Après, ça ne veut pas dire que si vous êtes certifié ISO 27001, vous n'êtes pas déjà compatible et conforme NIS 2 parce que vous pouvez très bien en fonction de vos risques, en fonction de votre manière de travailler, avoir défini des mesures de sécurité qui répondent déjà aux exigences de NIS 2. Dans tous les cas, même avec une certification ISO 27001, il faut faire cette analyse d'écart au préalable pour savoir où vous en êtes vis-à-vis de NIS 2. Y a-t-il une exigence dans NIS 2 qui explicite la souveraineté, en particulier vis-à-vis du FISA américain? Pas réellement. Pas réellement. Pas réellement.
c'est une question à se poser quand on parle de NIS 2. Mais l'idée, c'est avant tout de partir des risques et d'aller vers une conformité vis-à-vis des exigences qui sont plutôt organisationnelles et techniques. Mais il n'y a pas réellement d'exigences en matière de souveraineté. Ces exigences en matière de souveraineté, elles sont adressées plutôt avec le RGPD, avec Secnum Cloud, avec d'autres réglementations. Si je continue sur les questions, existe-t-il un pack de démarrage avec des modèles de formulaire incluant des supports pour nous aider à construire les tableaux de bord? Il n'y a rien d'officiel. C'est à vous de construire, tout. Par contre, on peut vous accompagner, on peut vous aider pour ça. Est-ce qu'on propose des formations et certifications comme NIS 2 Lead implémenteur? Non, pas de certification, on ne propose pas ce type de certification. Et par contre, dans les accompagnements qu'on propose, on prévoit de la formation à la directive pour bien la comprendre, bien savoir comment on la met en œuvre et comment on la suit. Mais c'est pas des formations d'éditeurs officiels, etc., qu'on va revendre. C'est plutôt des formations qu'on va construire pour vous accompagner. Ça fait partie de l'accompagnement finalement, de vous aider à comprendre la norme. Voilà. Donc on prévoit des formations, mais pas de certification. Par contre, il y a déjà des organismes de formation et de certification qui disposent des formations à la mise en œuvre de NIS 2 et des certifications NIS 2 Lead implémenteur. Je peux préciser que toi-même, tu es certifié désormais, Clément. Effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, la personne certifiée NIS 2 Lead implémenteur dans le groupe, c'est moi. Est-ce que comme ISO 27001, l'intervention d'une personne certifiée est obligatoire? Non. Il n'y a rien d'obligatoire à ce niveau-là. Ça donne juste un gage de quelqu'un qui a un petit peu creusé le sujet, quoi. Comment traiter les filiales entités rachetées? Eh bien, il faut regarder les critères de taille, de chiffre d'affaires, de secteur d'activité. Soit on le traite au niveau groupe. Là, c'est un peu à vous de choisir. Soit vous le traitez au niveau groupe et ça découle dans toutes les filiales, entités, etc., qui vont être achetées. Soit vous le traitez entité par entité. Et donc là, par entité, il va falloir faire le travail de regarder le secteur d'activité, les critères de taille, de chiffre d'affaires et de faire le travail de mise en conformité, le cas échéant. Le support, est-ce qu'il sera envoyé? Il me semble que oui, et l'enregistrement aussi, il sera disponible. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions pour le moment. Je ne sais pas si vous en avez encore. N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour poser vos questions de vive voix. On peut prendre encore quelques minutes pour y répondre avec grand plaisir. Tout à fait. Merci pour le feedback. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Ouais. Et si vous avez faim, on peut aussi vous laisser aller manger. Bah écoutez, 11h59, on a une vraie horloge suisse, on est pile poil dans les temps. Il y a quand même une question, de Lucien. Budget moyen de l'implémentation NIS 2. Alors encore une fois, l'ANSSI a fait le travail. Ça dépend ce qu'on compte dedans. Quelqu'un qui part de rien et qui veut mettre en place à la fois la gouvernance, mais également toutes les solutions techniques, on parle d'un budget global, alors pas one shot, mais sur la durée pour la mise en conformité. On parle d'un budget global pour les entités importantes, donc le niveau le moins exigeant. On parle d'un budget aux alentours des 100 000 € minimum. Voilà. Ça, c'est l'ANSSI qui a encore une fois fait le travail d'évaluer le budget. Et ce n'est, alors ils disent 100 à 200 000 €.
Ça va dépendre de l'entité, ça va dépendre des risques, ça va dépendre de plein de choses. Mais ça comprend à la fois la mise en place de la gouvernance, le temps que vous y passez, et le déploiement de solutions techniques. Et ça part ça part de rien. Donc, si vous avez déjà des choses, ça vous coûtera moins cher puisque vous dépensez déjà de l'argent. Et pour les entités essentielles, donc avec des exigences un peu plus importantes, ça n'a pas été chiffré. Voilà. Mais c'est forcément plus important. On a Jonathan qui a levé la main. Oui, oui, bonjour, merci. Oui, j'avais une petite question un peu en marge du sujet. Enfin, quand bien même, Oui. ça concerne la notification des incidents qu'il faudra faire en temps voulu, quand il y aura, avec Oui. les solutions qu'on a apportées. J'imagine qu'il y a au niveau de confidentialité de l'ANSSI sur le fait qu'il ne publie en rien les défaillances dont nous avons pu faire l'objet ou être victimes. Et en même Oui, temps, ça pourrait être une base de connaissances intéressante. Est-ce qu'il y a une sorte d'anonymisation des failles auprès des personnes qui font l'effort de notifier tout ça? Est-ce que ça, voilà, parce que ça peut être intéressant pour s'informer, de voir un petit peu les tendances, voilà, des menaces auxquelles on peut ouais. être exposé. Vous pouvez me dire quoi là-dessus? Alors, c'est une question à plusieurs tiroirs. Ouais, Donc, sur la confidentialité, alors effectivement, l'ANSSI, c'est pas un organisme de presse. Donc, ce qu'elle récupère comme information, elle le divulgue pas comme ça. Elle va pas dire telle entreprise s'est fait attaquer tel jour par telle chose, etc. Elle va garder les informations pour elle. Ça, c'est le premier élément. Toute information qui sont transmises à l'ANSSI. D'ailleurs, vous pouvez également le faire de manière sécurisée avec du chiffrement. Ils proposent leurs clés, ils mettent à disposition leurs clés publiques pour envoyer d'accord. les informations de manière chiffrée. Donc ça, il n'y a pas de souci. La confidentialité, elle va être assurée par l'ANSSI. Deuxième élément, l'ANSSI, le fait de notifier à l'ANSSI, ça a plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est de savoir qui est attaqué et comment potentiellement l'ANSSI peut les aider éventuellement, ou comment vous réagissez, etc. Donc ça va être de suivre un petit peu l'état de la menace sur les entités qui vont être concernées. Et un deuxième élément qui est important pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir avoir un peu plus d'informations sur quels sont les secteurs d'activité qui vont être visés, quels sont les types de menaces, quels sont les types de chemins qui sont utilisés par les attaquants, et ça va leur permettre d'avoir encore plus d'informations sur les tendances, les menaces, etc. Et tout ça, elles le partagent de manière anonyme. Elles vont pas dire telle entreprise s'est fait attaquer, encore une fois, mais ils vont pouvoir, dans leur rapport annuel, donner plus d'informations plus détaillées. Ils vont pouvoir partager avec les différents CERT, donc les organismes de réponse à incidents, les éléments techniques auxquels auxquels ils peuvent accéder pour justement aider à avoir une réponse un peu plus pertinente, un peu plus rapide, un peu plus technique pour aider à contrer les différentes menaces. Donc ça a un objectif un peu multiple vis-à-vis de ça, à la fois poursuivre finalement les différents organismes, mais aussi avoir une vraie analyse de la menace beaucoup plus complète. Une dernière question, si vous voulez bien. Vu que Nice 2, c'est une évolution de Nice qui, visiblement, moi je découvre, hein, donc date de 2016. Du coup, Ouais. l'ANSSI gérait déjà la première version de cette directive. Il y a déjà des rapports qui sont récupérables, consultables, pour voir par exemple ce qui s'est passé sur 2024-2025, un baromètre, les tendances, justement, pour voir un Oui, petit peu. Tout ça est en oui, ligne, oui. c'est gratuit, c'est Alors, dispo. oui, alors effectivement, c'était déjà l'ANSSI qui s'occupait de Nice 1. Il Ouais. faut savoir que Nice 1, ça concerne quelques centaines d'acteurs d'organisations en France. Nice 2, ce sera plutôt 10 à 15 ou peut-être 20 000. Oui. Donc le volume n'est pas du tout le même. Cependant, l'ANSSI publie chaque année un baromètre de la cybersécurité qui comprend un petit peu
leur analyse des différentes menaces, leur analyse de l'évolution de la menace, etc. Donc, ils publient ça chaque année et leur source, c'est à la fois ce qu'ils ont comme rapport de Nice 1, mais c'est aussi tout ce qui est OIV, donc les organismes d'importance vitale qui sont aussi supervisés par l'ANSSI, c'est tout ce qui est ministère, c'est tout ce qui est voilà, c'est tout ce sur quoi ils ont une vision. Et donc tout ça, c'est disponible gratuitement sur le site de l'ANSSI. Donc vous avez les baromètres tous les ans et le baromètre 2025, il est sorti courant janvier, je crois. Voilà. Je crois que j'ai vu passer une question. Qui fait l'évaluation? Quel est l'organisme évaluateur? Alors, il n'y a pas d'évaluation officielle. C'est pas une norme comme l'ISO où vous devez vous faire certifier. C'est à vous d'entamer, c'est à vous d'estimer si vous êtes concerné par NIS 2 et vous de déclarer auprès de l'ANSSI. Et c'est à vous de faire les démarches et d'évaluer votre niveau de conformité. Donc ça, c'est le premier élément. Il n'y aura jamais de certification ou d'évaluation comme ça officielle. Par contre, vous pouvez avoir un contrôle de l'ANSSI. Et donc l'ANSSI, elle peut faire elle-même ou mandater une entreprise pour aller vous évaluer et contrôler que vous êtes bien conforme. Voilà. Donc c'est plutôt à vous d'engager les démarches. Il n'y a pas d'organisme certificateur entre guillemets, mais vous pouvez avoir un contrôle de l'ANSSI derrière. Voilà. Une question, dès l'enregistrement, quelles sont les Ouais. obligations? Eh bien, dès l'enregistrement, il y a une obligation immédiate qui sera l'obligation de notification. Alors, dès l'enregistrement, une fois la loi promulguée, parce qu'on peut se préenregistrer d'ores et déjà. C'est pas un enregistrement officiel, il y a un pré-enregistrement où on dit coucou à l'ANSSI en gros. Et après, il y aura un enregistrement officiel à faire dès que la loi sera promulguée. Ce sera sur Mon Espace Nice 2, le site Mon Espace Nice 2 qui est proposé par l'ANSSI. Et une fois que alors c'est pas dès l'enregistrement, mais c'est dès que la loi sera promulguée, les entreprises, les organisations concernées auront l'obligation tout de suite de notifier les incidents dans les 24 heures quand il y en a un. Voilà. C'est la seule obligation qui sera immédiate. La deuxième obligation, c'est la conformité, mais cette obligation sera réellement valable courant 2028-2029 puisqu'il laisse un délai de 2 à 3 ans pour une mise en conformité. En gros, c'est la CNIL bis. Oui, c'est la CNIL pour la cybersécurité. La CNIL, c'est pour tout ce qui est données à caractère personnel et l'ANSSI, c'est pour tout ce qui est cybersécurité. Voilà. Sachant elle existe depuis un petit moment déjà. C'est juste que son champ de responsabilité s'élargit, on va dire. RSSI égale DPO, pas de souci. Non, il n'y a pas forcément de soucis. C'est pas une problématique. Il faut avoir les compétences dans les deux sujets, mais c'est pas interdit. Le fait que le RSSI soit interne n'est pas contradictoire. Non, ça dépend surtout des moyens, des ressources que vous avez et puis du besoin d'un RSSI à temps plein. Après, un RSSI en interne, si vous pouvez vous le permettre, c'est plutôt très bien. N'hésitez pas à le prendre en externe. Mais effectivement, vous pouvez en avoir en externe. Tout à fait. Peut-être le dissocier à la DSI. Alors là, ça dépend de plein de choses. Hein. C'est un sujet sans fin. Il y a du pour, il y a du contre dans les deux cas. Mais effectivement, ça peut être pas mal s'il est dissocié. Il a un peu plus de liberté et il est un peu moins contrôlé par la DSI justement. C'est un peu l'idée de le dissocier et puis il rapporte directement à la direction.
quand elle est dissociée. Donc c'est le positionnement, on va dire, idéal. Après, on peut comprendre qu'ils soient intégrés à la DSI, surtout dans les structures qui sont un petit peu moins importantes. Il faut juste faire attention à pas trop le brider. Voilà. L'obligation de mise en conformité 2028-2029 est-elle explicitement décrite quelque part? Pas encore, il faut attendre la loi, et ce sera dans la loi. De quel type d'incident parle-t-on? Incidents cyber qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes et des données. Voilà, sans plus de détails, mais en gros, ça va être du ransomware, de la fuite d'informations, une intrusion, un vol d'identifiant. Voilà, ça peut être tout type d'incident cyber. Après, on est d'accord, il y a des incidents plus ou moins graves, mais dans l'idée, chaque incident doit être notifié. Et pour chaque incident, vous devez faire le travail d'analyse pour regarder ce qui s'est passé, pour pouvoir corriger les choses. Encore 47 personnes avec nous. Le sujet Intéresse. tient en haleine. Hein. Est-ce que vous avez Exactement. encore des questions? Allez, je suis sûr que Clément a encore un peu de jus pour y répondre. Oh, mais tout à fait, avec plaisir. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. En tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir. Encore une fois, bien sûr, cette présentation était assez généraliste, même si vous avez vu qu'on est capable d'aller quand même assez loin dans le détail et de répondre avec précision à toutes les questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, à votre disposition pour contextualiser davantage dans des rendez-vous en point à point avec vous et pour vous accompagner dans ces projets. Voilà. Merci à tous, merci de votre attention et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci Clément. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt peut-être.